Donc, rebonjour à titre de conférencière cet après-midi. Je crois que je suis la première à faire une présentation sur l'éducation préscolaire. Donc, depuis ce matin, c'est vraiment plus en service de garde. Et moi, ici, la particularité, je crois, en lien avec le reste, c'est vraiment que la recherche s'est déroulée, en fait, en maternelle 5 ans. Donc, je vais faire vraiment une présentation de type traditionnel, je dirais. Donc, je vais vous exposer la problématique de la recherche et les objectifs. Je vais poursuivre avec la démarche méthodologique et vous faire part des analyses et terminer avec la discussion et les questions si vous en avez. Donc, tout d'abord, et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles on est regroupé ici aujourd'hui, il y a réellement une préoccupation constante qui est portée envers la réussite éducative de l'enfant dès son entrée à la maternelle, donc dès le début de son parcours scolaire. Et il y a plusieurs enquêtes, plusieurs études qui ont été réalisées tant au Québec, au Canada qu'à l'échelle internationale, qui dévoilent des niveaux inégaux de réussite éducative en maternelle selon les caractéristiques des enfants. Donc ça, on le sait, ça fait aussi ici en lien par exemple avec l'ECDEM, donc qui relève qu'un enfant sur 4 serait vulnérable dans au moins un domaine de développement. Donc on se rend compte finalement qu'il y a vraiment un souci qui est porté envers la réussite éducative dès l'entrée à l'école, mais aussi un constat, en fait, ça soulève une question. Donc de quelle façon est-ce qu'on peut soutenir la réussite éducative de l'enfant dès son entrée à l'école? On en a parlé ce matin, c'est revenu quelques fois, en fait, dans les présentations. Oui, la qualité du milieu, donc c'est vraiment reconnu comme un élément crucial, mais plus encore, la qualité des interactions. Donc, ce matin, on parlait de la qualité structurelle, la qualité des processus. Donc, la qualité des interactions qui se trouve dans la qualité des processus, ce serait vraiment la composante clé qui permettrait de soutenir le développement et l'apprentissage de l'enfant. Et comment est-ce qu'on fait pour le mesurer, ça, pour aller observer, en fait, pour aller vraiment examiner finalement le niveau de qualité dans les classes? Il y a plusieurs chercheurs qui rapportent que ce serait l'observation, donc qui pourrait vraiment jouer finalement un rôle important dans l'étude du niveau de qualité des milieux éducatifs. À ce sujet-là, en 2008, Pianta et ses collaborateurs ont conçu l'outil CLASS, donc le Classroom Assessment Scoring System. Et ça a aussi été dévoilé ce matin dans quelques présentations. Et en 2013, Sabol et ses collaborateurs ont mené une méta-analyse. Et ce qui en ressort, c'est que ce serait la qualité des interactions qui seraient observées en classe, en milieu éducatif et mesurées à l'aide du CLASS qui s'avère le plus grand prédicteur, le plus fort prédicteur de la réussite éducative de l'enfant. En fait, le CLASS a été conçu vraiment, en fait, c'est 3 grands domaines qui composent le CLASS. Je vous le présente ici. Donc, 3 grands domaines qui ont été vraiment validés, qui ont été conçus sur le plan validé, en fait, sur le plan empirique, sur le plan théorique. Et les 3 grands domaines, on trouve le soutien émotionnel, l'organisation de la classe et le soutien à l'apprentissage. Sous ces grands domaines-là, on retrouve des dimensions et des sous-dimensions et des indicateurs. Donc, c'est un outil qui est très, très précis qui permet vraiment d'aller observer, d'aller mesurer finalement le niveau de qualité observé dans les classes. Donc, si on prend par exemple le soutien à l'apprentissage, ça réfère en fait à l'accompagnement de l'enseignante auprès de l'enfant, notamment dans le développement langagier et le développement cognitif. Donc, on veut amener l'enfant à raisonner, à pousser le raisonnement supérieur chez l'enfant, notamment par le questionnement, par l'étayage, en situation de jeu, bien entendu. Et les dimensions qu'on peut y retrouver, par exemple, le développement de concepts. Il y a également la qualité, la rétroaction et le modelage langagier. Et un exemple d'indicateur pour le développement de concepts, on pourrait retrouver analyse et raisonnement, création, intégration, lien avec la vie réelle. Donc, c'est des termes, encore une fois, qu'on a vus dans d'autres présentations qui ont été présentées au préalable. Et on voit ici que c'est vraiment un outil qui est conçu de façon très fine, très détaillée. Pour le moment, il y a plusieurs chercheurs, aux États-Unis notamment, au Québec, il y a quelques études qui ont commencé à utiliser le CLASS. Et ce qu'on se rend compte, c'est que oui, il est utilisé dans le cadre pour aller vraiment observer finalement la qualité dans les milieux, mais on en sait peu. En fait, on voit, c'est vraiment la qualité vue de l'extérieur de la pratique. Donc, les chercheurs qui vont l'observer en classe, mais comment les praticiens elles-mêmes, en fait les enseignantes, comment elles-mêmes définissent la qualité des interactions
en lien avec ces 3 grands domaines. Donc, de quelle façon est-ce qu'elles se représentent, elles, leurs pratiques en lien avec le classe, finalement? Ce serait intéressant, donc, en complémentarité, pour mieux comprendre la qualité des interactions, d'aller vraiment dégager les pratiques déclarées des enseignantes. Parce qu'en fait, ça tend à expliquer ce qui est observé en classe. Donc, c'est susceptible d'influencer les pratiques qui sont réellement mises en place en classe et donc à expliquer les pratiques observées. Donc, un peu le parallèle entre ce qui est déclaré et ce qui est observé. Et donc, les objectifs de cette recherche-là, ça visait d'abord à aller étudier la qualité des interactions observées à l'aide du classe dans des classes de maternelle 5 ans. En parallèle, d'aller examiner la qualité des interactions déclarées par les enseignants selon la même structure, donc encore une fois avec le classe. Et enfin, de mettre en parallèle les données en lien avec la qualité des interactions observées et déclarées. Donc, c'était vraiment ici, je veux vraiment faire le point, en fait, que ce n'était pas de comparer les résultats, parce que la nature est différente. Le classe, c'est vraiment observé, c'était au plan quantitatif, et les mesures déclarées, c'était au plan qualitatif. Mais c'est vraiment de les mettre en parallèle pour faire la lumière, finalement, sur les pratiques observées. Donc, il y a 12 enseignantes de la maternelle qui ont participé à l'étude, avec une moyenne de 8,44 années d'expérience à la maternelle, donc vraiment à l'éducation préscolaire. Et le matériel, d'abord l'outil classe, et puis des entrevues semi-dirigées structurées sur la base du classe. Donc, c'était vraiment des entrevues basées sur les domaines. C'était pas en lien avec les dimensions, les sous-dimensions, parce qu'on voulait vraiment laisser émerger les idées des enseignantes par rapport au domaine du classe. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait aller voir. Est-ce qu'elles étaient en mesure de rapporter des dimensions, des sous-dimensions, des indicateurs qui se trouvent dans l'outil classe? Donc, c'était, en fait, c'est par des analyses d'unités de sens, donc analyses thématiques, qu'on a pu aller relever justement les idées maîtresses dans le discours des enseignantes en lien avec le classe. Et en fait, ici, je vais juste vous montrer en fait l'alpha qui a été démontré en fait par rapport à la validité pour les analyses thématiques des unités de sens. Donc, pour les pratiques déclarées, la personne qui était avec moi pour aller ressortir les idées maîtresses dans le discours ne connaissait pas du tout le classe et on a quand même obtenu un excellent accord interjuge. Donc, ce qui démontre justement la précision de l'outil classe qui a été utilisé ici pour faire les entrevues et pour aller faire les observations. Alors, les résultats, ici, le premier, en lien avec le premier objectif, donc les pratiques déclarées. Ici, c'est vraiment, le classe, c'est sur une échelle de type Likert en 7 points. Donc, 0, bien, en fait, 1, c'est un niveau faible de qualité et 7, c'est le niveau le plus élevé de qualité observée. Donc, si on regarde en lien avec les 3 domaines, on se rend compte que l'organisation de la classe, c'est le domaine où on a observé un niveau de qualité plus élevé en comparaison avec les 2 autres domaines. Tandis que le soutien à l'apprentissage, c'est le domaine qui en fait, montre un niveau plus faible de qualité observée. Toujours ici en lien avec les observations. Et on peut voir aussi, en fait, pour chacune des dimensions, les niveaux de qualité observés dans les classes. Encore une fois, je rappelle, je montre l'autre tableau qui est fait sur la même structure. Par contre, ici, c'est vraiment des fréquences d'occurrence. Donc, ici, c'est vraiment pas encore pour comparer, mais vraiment pour les mettre en parallèle. Donc, on se rend compte que dans le discours des enseignants, ce qui est ressorti le plus souvent, c'est des indicateurs liés à l'organisation de la classe. Tandis que le soutien à l'apprentissage, c'est encore une fois le domaine qui a été le moins rapporté. Donc, moins d'idées énoncées par rapport au soutien à l'apprentissage dans le discours des enseignantes. Pour justement aller fouiller davantage pourquoi le soutien à l'apprentissage, qu'est-ce qui ressort en fait dans le discours des enseignantes? Ici, je vous ai mis quelques extraits, donc quelques verbatims. Et je ne vais pas tous les lire, mais en fait, ce que je veux vraiment ici démontrer, c'est que les enseignantes, si on prend par exemple l'enseignante 1A, ce que j'ai mis en orange, c'est que ça se rapporte plutôt à l'organisation de la classe. Donc, je leur posais la question, selon vous, qu'est-ce que c'est le soutien à l'apprentissage? De quelle façon est-ce que vous le définissez? Et quelles pratiques vous mettez en place en lien avec, ici, le soutien à l'apprentissage? Et l'enseignante 1A, si je lis en orange, je vois ce qui se passe ailleurs, puis les enfants le savent. Je leur dis, tu ne peux pas venir me déranger à moins d'une urgence. Juste en faisant ça, j'en ai plus de gestion de comportement à faire, je peux aller voir les autres.
Donc, on voyait beaucoup qu'il y avait un souci de gestion de la classe, gestion des comportements, que l'enseignante devait avoir le temps, en fait, de ne pas les laisser se désorganiser. C'était vraiment des éléments qui revenaient plutôt en lien avec l'organisation de la classe et peu avec le soutien à l'apprentissage. Encore quelques extraits ici. En lien avec le soutien à l'apprentissage, toujours, il y a 7 enseignantes sur les 12 qui ont évoqué, qui ont vraiment énoncé que c'était difficile pour elles, que c'était un défi, en fait, de vraiment soutenir les enfants sur le plan des apprentissages. Par exemple, l'enseignante 5B, c'est difficile, je ne suis pas bonne sur, je ne pose pas de questions, honnêtement, non. L'enseignante 3A, le soutien à l'apprentissage, c'est le plus gros défi. Bref, c'est vraiment revenu de façon récurrente. En fait, 7 sur 12, c'est quand même une grande proportion des enseignantes qui démontraient, qui évoquaient que c'était un défi. Donc, on se rend compte, en fait, c'est que si on reprend par rapport à chacun des domaines, pour le soutien émotionnel, les données observationnelles, donc ce qu'on a observé dans les classes, c'est que c'est vraiment la qualité de la dimension sensibilité de l'enseignante qui était la plus élevée parmi les dimensions vraiment de ce domaine-là. Et lors des entrevues, les enseignantes ont nommé également plusieurs indicateurs liés à la sensibilité de l'enseignante. Selon Gitemer, lorsqu'on demande aux enseignantes de rapporter leurs pratiques déclarées en lien avec le classe, elles ont tendance à identifier leurs forces avec le soutien émotionnel. Et ça, c'est pas nouveau. Dans la plupart des études, autant aux États-Unis qu'ici, on se rend compte que le soutien émotionnel et l'organisation de la classe sont plutôt modérés à élevés, tandis que le soutien à l'apprentissage est de niveau plus faible. En lien avec l'organisation de la classe, on se rend compte qu'un score moyen élevé a été attribué lors des observations, donc dans les pratiques observées. Et c'était beaucoup la gestion des comportements qui ressortait lors des entrevues. Et ça, même lorsqu'on n'était pas nécessairement dans les questions reliées à l'organisation de la classe, même lorsqu'on parlait de soutien à l'apprentissage. Donc, selon Emmer et Stouff, les enseignantes tendent à accorder une place prépondérante à la gestion des comportements avant de miser sur le soutien à l'apprentissage. Donc, finalement, il faudrait mettre en place d'abord une bonne organisation de la classe, une bonne gestion des comportements pour ensuite se concentrer sur le soutien à l'apprentissage. En lien justement avec ce dernier domaine, le score plus faible de qualité est observé, donc est attribué dans les données observées. Et c'est la même chose aussi par rapport aux pratiques déclarées. Donc, il y a moins d'idées qui sont relevées en lien avec le soutien à l'apprentissage. Et donc, ici, on se rend compte finalement que ça va dans le même sens que plusieurs autres études. Oui, le niveau de qualité du soutien à l'apprentissage est particulièrement faible dans les pratiques observées. Par contre, en plus de ne pas l'observer, on se rend compte que les enseignantes ne sont pas en mesure de le verbaliser, ne sont pas capables de définir, finalement, de donner vraiment des indicateurs qui sont reliés à ce domaine-là. Donc, on ne connaît pas l'idéal pédagogique en lien avec le soutien à l'apprentissage. Moi, je me serais attendue à ce qu'on en voit beaucoup d'indicateurs et de dimensions dans les discours, mais qui ne soient pas nécessairement observés en classe. Mais là, finalement, en plus de ne pas être observé, ce n'est pas rapporté non plus dans le discours des enseignants. Et donc, on se rend compte finalement que ça soulève la nécessité d'améliorer notamment le soutien à l'apprentissage en classe et la qualité aussi des milieux éducatifs en tant que tels, là, de façon globale. Surtout ce domaine-là qui obtient vraiment le plus faible score de qualité, tant dans les pratiques observées que dans celles déclarées. Donc, vraiment la nécessité de partir des connaissances initiales des enseignantes et d'aller plus loin, donc de faire un peu le lien finalement théorie-pratique en lien avec vraiment ce domaine de la qualité-là. Donc, ça nous amène à parler encore une fois de formation, de développement professionnel, des termes qui sont revenus plusieurs fois aujourd'hui. Donc, de vraiment accroître la synergie entre la recherche, entre la pratique. En fait, il y a plusieurs chercheurs qui démontrent, ici Sheridan et ses collaborateurs, que les études sur le développement professionnel, ça permet de comprendre les notions d'enseignement et d'apprentissage, toujours dans un processus dynamique et transactionnel.
Ça s'avère donc une avenue prometteuse à explorer, le développement professionnel. Nathalie, tu en as parlé de vidéoscopie ce matin notamment. Mathieu aussi, tu viens d'en parler aussi par rapport à la façon d'accompagner les enseignantes. Donc, de vraiment amener les enseignantes à réfléchir à leur pratique pédagogique, comme il vient tout juste d'être évoqué dans la communication précédente, et à modifier leur intervention auprès des enfants pour favoriser finalement la réussite éducative présente et ultérieure des enfants. Et donc, en conclusion, au Canada comme ailleurs dans le monde, de nombreuses questions se posent actuellement sur les interventions éducatives à privilégier dès la maternelle, voire même avant, pour soutenir la réussite éducative des enfants. Et les données de cette recherche contribuent à apporter un éclairage sur cette question en affirmant l'importance de la qualité des interactions, qui est reconnue comme un aspect vraiment majeur pour favoriser la réussite éducative de l'enfant dès la maternelle. Donc, un petit rappel que l'organisation de la classe, c'est vraiment celui qui a été démontré comme ayant le score le plus élevé, tant dans les pratiques observées que déclarées, tandis que le soutien à l'apprentissage, c'est vraiment le domaine qui s'avère le plus faible, encore une fois, tant dans les pratiques observées que les pratiques déclarées. Donc, le souci vraiment ici, la petite cloche qui pourrait être sonnée par rapport à ce domaine particulièrement de la qualité des interactions en classe. Donc, pour réinvestir ces résultats-là dans la formation initiale et continue du personnel enseignant. Merci.